Prestation de serment du nouveau gouvernement soudanais, la cérémonie n'a pas empêché qu'une foule de manifestants se rassemble jeudi dans la capitale Khartoum pour manifester. De nombreuses personnes accusent les autorités du Gabon de refuser de constater la vacance du pouvoir. La Cour constitutionnelle gabonaise a dans ce cadre dénoncé une cabale menée à son encontre. Au Bénin, les forces de l'opposition déçues du déroulement du processus électoral en cours exigent la démission du garde des Sceaux et des membres de la Sénat, dont elles demandent par ailleurs l'arrestation. C'est là l'essentiel à développer au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. On débat justement par le Bénin où les forces de l'opposition, déçues du déroulement du processus électoral en cours, exigent la démission du garde des Sceaux et des membres de la Sénat, dont, entre autres, elles demandent par ailleurs l'arrestation pour violation de serment. C'était à la faveur d'une conférence de presse au siège du parti Restaurer l'Espoir. Plus de précisions avec le conférencier principal Guy Mitokpe. Le climat dans lequel la Commission électorale nationale autonome a examiné les dossiers est surréaliste et porteur de discrédit sur la réalité de son autonomie, sur sa réelle neutralité. Au regard de tout ce qui précède, les forces de l'opposition exigent la démission et l'arrestation des membres de la Commission électorale nationale autonome pour avoir trahi leur serment et perdu toute crédibilité au regard des troublantes révélations mises au grand jour. Les forces de l'opposition exigent la démission du ministre de la Justice qui prône manifestement une conception bien drôle des élections en démocratie et qui est en flagrante contradiction avec les déclarations du chef de l'État. La libération immédiate des quitus fiscaux de certaines personnalités politiques de l'opposition encore confisquées à la Direction générale des impôts alors que ces personnalités politiques ont déjà payé tout ce qui leur a été imposé. La désignation des médiateurs de la CEDEAO pour conduire avec la classe politique le processus du consensus voulu par le chef de l'État afin de pouvoir déboucher sur une élection inclusive. Car à cette heure où je vous parle, M. Adrien Mbedji, président du Parti du Renouveau démocratique et président de l'Assemblée nationale, est disqualifié pour conduire la médiation dans une pareille crise, car il ne peut être juge et partie. Les forces de l'opposition mettent en garde le gouvernement contre toute interdiction de marche pacifique qui les amènerait à faire usage de l'article 66 de notre Constitution. De nombreuses personnes accusent les autorités du Gabon de refuser de constater la vacance du pouvoir. La Cour constitutionnelle gabonaise a été faite dans ce cadre dénonce une cabale menée à son encontre. On partage. L'absence du président Ali Bongo Ondimba se fait longue. Le chef de l'État est hors du pays depuis octobre. Depuis 4 mois, l'opposition a plusieurs fois appelé les autorités à saisir la Cour afin qu'elle déclare une vacance de pouvoir en l'absence du président Bongo en convalescence au Maroc après un accident vasculaire cérébral survenu à Riyad le 24 octobre. Fin février, 10 personnalités politiques, syndicales et de la société civile ont lancé un ultimatum au pouvoir fixé au 31 mars pour déclarer la vacance du pouvoir, appelant à agir pacifiquement si celle-ci n'est pas déclarée. D'après les membres de la Cour, cette démarche de déstabilisation se caractérise par des critiques acerbes, virulentes et outrageantes par ceux qui accusent l'institution de refuser de constater la vacance du pouvoir. En cas de vacance, le président du Sénat doit assurer un intérim jusqu'à l'organisation d'une élection présidentielle dans un délai maximum de 60 jours. Cette modification permet que certaines fonctions puissent être exercées selon le cas, soit par le vice-président de la République, soit par le Premier ministre, en cas d'indisponibilité temporaire du chef de l'État. Prestation de serment du nouveau gouvernement soudanais. La cérémonie n'a pas empêché qu'une foule de manifestants se rassemble jeudi dans la capitale Khartoum pour protester.
Le nouveau gouvernement a prêté serment avec pour tâche de s'atteler aux graves problèmes économiques du Soudan, à l'origine du mouvement de contestation. De nombreux manifestants sont sortis jeudi dans les rues de plusieurs quartiers de Khartoum et de la ville voisine d'Omdurman pour une manifestation. Mais très vite, les forces de sécurité sont intervenues pour les disperser à l'aide de gaz lacrymogène. En effet, après plusieurs semaines de répression, le président a décrété l'état d'urgence le 22 février pour tenter de mettre fin aux protestations qui représentent son plus grand défi en 3 décennies de règne, selon des analystes. Depuis l'entrée en vigueur de cette mesure, l'ampleur des manifestations s'est réduite. Outre l'état d'urgence, qui renforce notamment les pouvoirs des forces de sécurité, le président a limogé le gouvernement au niveau fédéral et provincial et a nommé un nouveau Premier ministre, Mohamed Taher Ella, qui a dévoilé mercredi la composition de son gouvernement. Jeudi, Béchir a fait prêter serment aux membres de ce cabinet. Il s'agit du 3e gouvernement à être formé en moins de 2 années, les 2 derniers ayant été limogés pour avoir failli à résorber la grave crise économique. Le pays est confronté à une inflation de près de 70% par an et à un grave déficit en devises étrangères, ainsi qu'à des hausses de prix et des pénuries d'aliments et de carburant. Le nouveau gouvernement en Algérie sera une équipe de technocrates puisants dans les jeunes compétences, hommes et femmes du pays, et dont le cap sera guidé par les revendications de la jeunesse. C'est ce qu'a assuré ce jeudi le Premier ministre Noureddine Bedoui, une sortie qui se veut du moins rassurante, alors que la contestation ne faiblit pas malgré l'annonce du retrait de la candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Nous avons entendu le message de la jeunesse algérienne qui manifeste depuis le 22 février, a assuré Noureddine Bedoui, chargé lundi de former un nouveau gouvernement après l'annonce par le président Abdelaziz Bouteflika du report sine-die de la présidentielle prévue le 18 avril. À propos de la formation du nouveau gouvernement, nous sommes à l'étape des consultations. Il y aura des compétences, des cadres, car c'est un gouvernement technocrate. Nous avons espoir que tout le monde y participera. Nous avons vu des étudiants, nous avons vu des enseignants, nous avons vu des médecins, nous avons vu toutes les parties de la société et je l'assure une fois de plus, nous sommes prêts, déterminés, notre souhait est fort et nos portes sont ouvertes pour discuter et échanger nos opinions. Cible d'une contestation inédite depuis son arrivée au pouvoir il y a 20 ans, le président Bouteflika a, lundi soir, repoussé la tenue de la présidentielle à l'issue d'une conférence nationale censée être mise en place rapidement et chargée de réformer le pays et de rédiger une nouvelle constitution. N'est-il pas le moment aujourd'hui, en tant qu'Algériens, avec cette nouvelle vision et cette nouvelle ambition de s'ouvrir les uns aux autres et de s'écouter mutuellement, de se dire les vérités et d'être honnêtes les uns envers les autres pour arriver ensemble à trouver des solutions? Il faut sortir de cette crise de manière calme et en veillant à la stabilité du pays, a poursuivi Bedoui, qui a souvent semblé à la peine pour répondre concrètement aux questions des journalistes. Les réactions apparaissaient également négatives sur les réseaux sociaux à la veille d'une nouvelle journée de manifestation dont la mobilisation dira si le président Bouteflika a réussi à apaiser la contestation. Procédure en justice pour action insuffisante face au dérèglement climatique. La France en fait à son tour l'objet après le Pakistan, la Colombie ou le Pays-Bas avec le dépôt de recours jeudi par des ONG. Côté moi, on prend successivement la parole. Greenpeace, Oxfam France, Notre Affaire à tous et la Fondation Nicolas Hulot ont annoncé avoir chacune déposé en ligne leur recours auprès du tribunal administratif de Paris. Elles sont soutenues par 2 millions de signataires d'une pétition intitulée « L'affaire du siècle ». Insatisfaites de la réponse du gouvernement à une demande préalable envoyée en décembre, elles sont passées à l'étape suivante. Depuis Nairobi, Emmanuel Macron a estimé que cette plainte traduit une mobilisation. Pour lui, ce n'est pas le peuple contre le gouvernement. Ces bêtises doivent donc s'arrêter. C'est tout le monde qui doit bouger, les gouvernements, les grandes entreprises, les citoyens.
Le gouvernement, dans une réponse préalable en février, avait rejeté l'accusation d'inaction, évoquant des mesures qui commencent à porter leurs fruits, tandis que le Premier ministre Édouard Philippe recevait les ONG. Celles-ci, dans leur recours, demandent aux juges de reconnaître les manquements de l'État et d'enjoindre au Premier ministre et aux ministres compétents d'y mettre un terme. Les requérants réclament la reconnaissance d'un préjudice moral et écologique. Parmi les ratés, ils relèvent les objectifs manqués en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable. Autant de défaillances affectant directement les citoyens. Tout premier président français à se rendre au Kenya, Emmanuel Macron, a fait des annonces de taille. À Nairobi, il a entre autres annoncé une série de contrats pour des groupes français dans le pays d'un total de 3 milliards d'euros, dont une concession autoroutière. En effet, ce projet est unique parce que ça n'est pas simplement des infrastructures, ce sont aussi des systèmes d'exploitation, de la billetterie, de l'exploitation de la ligne voyageurs. Et donc, c'est la gestion de la complexité entière de toutes ces mobilités qui sont ainsi offertes par une offre intégrée. Et ce sera la première liaison ferroviaire moderne en Afrique de l'Est et une magnifique vitrine pour le Kenya et pour notre partenariat. Après Djibouti et Addis Abeba, Nairobi est la dernière étape de la tournée est-africaine du chef de l'État français, venu jouer la carte française face à la montée en puissance de la Chine. Nous avons fait avancer plusieurs dossiers, dont un projet autoroutier, un projet considérable de près d'1,5 milliard d'euros. Et nous avons ce même volontarisme sur un total d'à peu près 3 milliards d'euros de contrats, a expliqué Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse avec son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta. Aujourd'hui, nous saluons les délibérations avec le consortium français pour la construction d'une ligne de chemin de fer reliant la gare centrale de Nairobi, où nous traversons Eastlands, à l'aéroport international Jomo Kenyatta. Un système de trains de banlieue urbain et un système de transport en commun rapide par autobus en bon état de fonctionnement dans nos villes, en particulier ici à Nairobi, transformeront complètement la vie de millions d'habitants et feront de Nairobi une expérience merveilleuse pour les touristes et les visiteurs. Les deux chefs de l'État ont souhaité que ce projet soit accéléré pour être opérationnel d'ici à fin 2021. Plusieurs autres accords sont prévus dans les domaines de l'énergie ainsi que dans les échanges universitaires. Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie des programmes de SICA.